Bonjour tout le monde, je m'adresse à des auditeurs et des auditrices invisibles, puisque le hasard des choses a fait que ce premier cours, cette première séance de mon cours annuel sur les politiques migratoires, commence précisément au premier jour du reconfinement. Et donc c'est devant une salle libre, mais en sachant qu'un grand nombre d'auditeurs pourront m'écouter ou me réécouter que je vais m'exprimer aujourd'hui. Il peut paraître un peu étrange de parler des politiques migratoires dans une conjoncture où la plupart des mouvements migratoires ont été fortement interrompus. Le dernier bilan compilé par l'OCDE et par Eurostat, le service statistique européen, montre qu'en réalité, les admissions au séjour ont baissé d'à peu près 40% dans le dernier trimestre. C'est une baisse absolument considérable, jamais vue depuis très très longtemps. Et donc, est-ce que les politiques migratoires sont en ce moment à l'ordre du jour? Alors certes, une partie des mesures destinées à contrecarrer l'épidémie du Covid sont des mesures visant à fermer les frontières qui affectent entre autres la politique migratoire, mais qui, sauf dans quelques pays comme les États-Unis, n'ont pas spécifiquement visé les migrants, quoique les tentations existent de les viser spécifiquement, mais on sait, c'est une notion sur laquelle j'ai déjà insisté, qu'en réalité, le volume des voyages internationaux est infiniment plus grand dans la plupart des pays que le volume de l'immigration. En France, le rapport est à peu près de 250 pour 1. Il y a environ 250 voyages internationaux, 250 franchissements de frontières par des résidents à l'étranger pour une entrée ayant réellement pour destinée, pour dessein, la volonté de se fixer au moins durablement en France pour une durée d'au moins 1 an. Donc, voilà, le sujet peut paraître un peu éloigné de l'actualité. Alors, je vais commencer ce cours par une incidente assez forte, par une parenthèse. C'est ce que j'avais déjà fait l'an dernier et les années précédentes. De temps en temps, l'actualité exige que je m'écarte du programme qui a été affiché et je vais traiter directement d'une question d'actualité qui est le problème de la liberté d'expression. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous reporter au site de la Vie des idées, le site qui a été fondé par Pierre Rosanvallon et qui est très aisément accessible. Et depuis ce matin, donc, vous pourrez lire sur le site de la Vie des idées. Alors ce matin, je parle aujourd'hui, 30 octobre 2020, vous pourrez lire un texte qui est en fait une lettre au professeur d'histoire-géographie destiné à commenter en toute liberté, c'est un peu un paradoxe, à commenter en toute liberté la notion de liberté d'expression. Et vous verrez qu'il y a des connexions évidemment avec la question de la migration, puisque les attentats islamistes sont commis bien par des gens qui sont liés à l'immigration, soit en première génération, soit en deuxième génération. C'est une vérité qu'il ne faut absolument pas nier et que pour ma part je n'ai jamais niée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par liberté d'expression ? Vous savez que les professeurs d'histoire-géographie, à l'issue des vacances de la Toussaint, ont reçu pour consigne, et c'est une très belle chose, de donner à leurs élèves un cours sur la liberté d'expression. Pourquoi ? Bien, pour rendre hommage d'abord à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie qui a été odieusement assassiné le 16 octobre par un jeune djihadiste d'origine tchétchène, et tout cela parce qu'il avait commenté en classe des caricatures de Mahomet, ces fameuses caricatures. Alors nous allons nous interroger, quel sens donner exactement à la liberté d'expression ? Est-ce que on peut défendre les valeurs républicaines sans nous isoler du reste du monde ? Est-ce qu'il faut respecter les croyances d'autrui ? Dans quelle proportion ? De quelle manière ?
Alors, évidemment, sur tous ces points, les enseignants vont bénéficier ou ont bénéficié, si vous êtes en train de m'écouter au-delà de la rentrée de la Toussaint, vont bénéficier du cadrage, c'est l'expression utilisée, qui leur est proposé par les ministères de l'Éducation nationale et qui avait été réclamé notamment par les syndicats. Ils pourront aussi, bien sûr, s'inspirer de l'hommage très fervent que le président Macron a rendu à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne. C'était une cérémonie extrêmement émouvante et un très très beau texte. Ils pourront aussi donc s'inspirer de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, mais je pense qu'il faut un peu revenir sur tout cela, et mon rôle en tant que chercheur, c'est de remettre en perspective dans le temps et dans l'espace, et dans le temps et dans l'espace, eh bien, c'est quelque chose qui, évidemment, c'est un impératif fondamental pour les professeurs d'histoire et de géographie, donc remettre en perspective, dans le temps et dans l'espace, toutes ces notions au fond, qui régulent notre rapport avec l'altérité religieuse, l'altérité migratoire, les croyances d'autrui, etc. Mais je vais le faire, comme toujours, car c'est un souci constant chez moi, je vais le faire en essayant de m'appuyer sur des textes. Je ne vais pas vous livrer une opinion personnelle tout à fait subjective. Il y en a beaucoup qui circulent en ce moment, et c'est tout à fait normal. Il y a une sorte de libre marché des expressions, justement. Mais pour ma part, je vais essayer de revenir à un certain nombre de textes que je vais dater. Alors, le premier conseil que je donne dans cette lettre au professeur d'histoire-géographie sur la liberté d'expression, c'est d'abord de revenir au texte, de revenir à tous les textes, sans filtrage, et notamment de penser à citer un certain nombre de textes qui sont tout de même, il faut bien le dire, restés un peu dans l'ombre ces derniers temps. Alors, il y a la fameuse lettre de Jules Ferry aux instituteurs. Elle est plus souvent évoquée ou vaguement citée que réellement lue. Eh bien, lisons-la. Et que dit-elle ? Jules Ferry, s'adressant aux instituteurs, pose des limites à l'enseignement de la morale qui venait juste d'être instituée, n'est-ce pas, par une loi quelques mois auparavant. Demandez-vous, écrit Jules Ferry, si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Sinon, parlez hardiment. C'est une lettre du 17 novembre 1883. Mais Ferry était allé beaucoup plus loin encore, une année auparavant, en pleine discussion parlementaire de la loi sur l'obligation scolaire et la laïcité de l'école primaire publique, puisqu'il a fait cette déclaration. Si un instituteur public s'oubliait assez pour instituer dans son école un enseignement hostile, outrageant pour les croyances religieuses de n'importe qui, il serait aussi sévèrement et rapidement réprimé que s'il avait commis cet autre méfait de battre ses élèves ou de se livrer contre eux à des sévices coupables. 11 mars 1882. Donc vous avez bien entendu, outrager les croyances religieuses des élèves, selon Jules Ferry, c'était aussi grave que de leur infliger des châtiments corporels ou abuser d'eux. Alors, faut-il en conclure, et là je suis le développement de ma propre lettre, faut-il en conclure que toutes les religions méritent le respect ? Eh bien, nous avons une constitution, la Constitution de 1958, qui, dans son article 1er, répond oui. Que dit cet article ? La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Remarquez que ça n'est pas une république une, parce que justement, il fallait faire place à une certaine diversité. Des chercheurs ont bien montré cet aspect. Donc je relis, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est important de rappeler que la République est en fait démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Petit commentaire au passage, l'Assemblée nationale a effectivement voté il y a quelques années le retrait du mot race de l'article 1er de la Constitution,
mais le Congrès ne s'est pas réuni, le Congrès, c'est-à-dire la réunion à Versailles de l'Assemblée nationale et du Sénat, ne s'est pas réuni pour confirmer ce retrait du Maurras dans la Constitution. Donc il y figure toujours, et je lis évidemment l'état actuel de la Constitution de 1958 tel qu'il est en vigueur en ce moment. Donc, la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Alors, cette dernière phrase, elle respecte toutes les croyances, peut choquer dans le contexte actuel, puisqu'on affirme notamment le droit de blasphémer et parfois même le devoir de blasphémer. Certains rêvent peut-être de modifier cette phrase et d'affirmer que la République ne respecte aucune croyance. Mais enfin, pour l'instant, tel est bien le texte de notre Constitution. La République respecte toutes les croyances. Alors, quid de la liberté d'expression dans ce cadre? Cette liberté qui nous est présentée donc maintenant comme étant la valeur suprême de la République. Eh bien, il va falloir expliquer aux élèves, et pour cela il faut évidemment un peu de tact et de précision historique et un peu de finesse juridique. Il va falloir expliquer aux élèves que la législation française ne consacre pas littéralement la liberté d'expression. Et je vous expliquerai tout à l'heure que c'est une notion, une formulation qui est d'origine européenne et non pas républicaine. En effet, la loi de 1881 porte sur la liberté de la presse. Il y a bien sûr d'autres textes, comme la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui évoquent la liberté d'opinion, la liberté de conscience, et qui la préservent. La formule liberté d'expression, et beaucoup de juristes l'ont précisé, l'ont rappelé, liberté d'expression va plus loin que la liberté de conscience, la liberté d'opinion ou la liberté de parole. La liberté d'expression, ça inclut finalement tous les thèmes et les supports possibles, et ça revêt une dimension assez individuelle. Je peux exprimer tout ce que je ressens et j'ai le droit de l'exprimer comme je veux, quand je veux, où je veux, etc. Si bien que certains juristes considèrent que les contours de la liberté d'expression sont extrêmement difficiles à définir, sont indéfinis, et au fond, liberté d'expression est presque synonyme de liberté tout court. Vous savez que je suis un fervent partisan des bases de données du vocabulaire français qui ont été dressées à partir des millions de textes imprimés en langue française depuis le début du XVIIIe siècle. J'utilise notamment Ngram Viewer. Eh bien, quand vous consultez cette base de données, vous apercevez que la formule liberté d'expression n'existe quasiment pas avant la Seconde Guerre mondiale dans la littérature française, dans les textes français. Quand est-ce que l'expression liberté d'expression décolle réellement? Eh bien, pas avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle était en fait inconnue sur la Troisième République. Alors c'est vrai, on trouve de temps en temps une allusion à la liberté d'expression dans le XIXe siècle, mais c'était dans un sens complètement différent, dans un sens esthétique. On disait par exemple Murillo peint les mendiants avec une grande liberté d'expression. On pouvait peindre un sujet avec une liberté d'expression. C'était une formule artistique, esthétique, mais qui n'avait pas le sens juridique qu'on lui connaît maintenant. Et quand vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, que j'ai déjà eu l'occasion de commenter il y a 2 ans, eh bien, donc cette Déclaration des droits de l'homme négociée et signée par tous les pays du monde ou presque à Paris au Palais de Chaillot en 1948, que peut-on lire? Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé. C'est un texte fondamental pour rappeler que l'expression publique de la religion est tout à fait permise et que l'interprétation selon laquelle toute manifestation religieuse devrait rester strictement privée est en fait abusive. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit le contraire. Mais vous noterez que dans cette déclaration, eh bien, il n'y a pas de référence à la liberté d'expression. Nous sommes en 1948, c'est la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce n'est pas avant 1950, dans l'article 10
de la Convention européenne des droits de l'homme qu'apparaît pour la première fois dans un texte juridique fondateur la locution liberté d'expression. Et elle est traduite de l'anglais freedom of expression. Et là, c'est un point important qu'il faut rappeler parce qu'on a tellement l'habitude d'opposer la société américaine à la société française, les principes anglo-saxons aux principes républicains. C'est devenu une sorte de réflexe. Voilà, les États-Unis servent de repoussoir. Il faut bien savoir, il faut le rappeler aux élèves, qu'en réalité, un très grand nombre de nos valeurs démocratiques sont nées aux États-Unis. Et la notion même de freedom of expression est liée d'abord au monde anglo-saxon. Et la liberté de la presse elle-même, si vous vous penchez sur la liberté de la presse, bien sûr, chez nous, elle était consacrée par la loi de 1881, la fameuse loi sur la liberté de la presse qui a été modifiée en 1972 par la loi Pleven pour y inclure la condamnation des injures à caractère raciste. Eh bien, cette grande loi sur la liberté de la presse, 1881, elle est très tardive. Elle est très tardive parce qu'en réalité, la première inclusion dans une déclaration des droits de la liberté de la presse remonte à 1776 et on la trouve dans la Déclaration des droits de la Virginie, le Virginia Bill of Rights, et de là, la notion de liberté de presse va gagner le reste des États-Unis et ensuite seulement le monde occidental. Donc, vous voyez, ne versons pas dans la caricature, si j'ose dire, n'opposons pas de façon systématique nos valeurs républicaines à des valeurs anglo-saxonnes qui seraient en quelque sorte destructrices de la République. Un thème sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, est-ce que la liberté d'expression, telle qu'elle a été donc introduite dans notre droit par la Déclaration européenne des droits de l'homme en 1950, et telle qu'elle est donc garantie par la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse Cour de Strasbourg, est-ce que cette liberté d'expression est totalement illimitée? Alors évidemment, non. Il faut d'abord rappeler que, par exemple, je ne peux pas exprimer mes convictions en décidant de tuer les personnes qui ne les partagent pas. Voilà déjà une première, vous allez me dire c'est absolument évident, mais enfin voilà déjà quelque chose qui nous permet de vérifier qu'il y a de toute façon des limites à la liberté d'expression. Mais quelles sont-elles exactement? Que disent les textes? Et là encore, je fais retour au texte. Eh bien, pour le savoir, je vous conseille de lire une tribune qui a été publiée assez récemment dans Le Monde, en date du 26 octobre, une tribune de maître Christophe Bigot, B-I-G-O-T, un grand spécialiste du droit des médias, qui est avocat de plusieurs groupes de presse, dont le groupe du Monde. Donc, quelqu'un qui sait ce dont il parle. Et il cite, à l'adresse du lecteur, le fameux arrêt Handyside, H-A-N-D-Y-S-I-D-E, Handyside, qui a été rendu le 7 décembre 1976 à Strasbourg, donc, par la Cour européenne des droits de l'homme. Que dit ce texte? Il est inclus dans les attendus assez longs d'un jugement sur une affaire très particulière que je vous décrirai tout à l'heure. La liberté d'expression, là vous voyez qu'évidemment on reprend la notion de liberté d'expression établie par la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve des restrictions mentionnées notamment dans l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et nous verrons de quoi il s'agit, elle vaut, cette liberté d'expression, elle vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent, conclut la Cour européenne sur ce paragraphe, ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y a pas de société démocratique. Et, conclut l'avocat, maître Bigot, si l'on veut honorer la mémoire de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné, voilà un idéal intangible. La liberté d'expression peut inclure
des propos offensants pour une minorité de la population. Et vous remarquerez au passage que dans tout ce texte, il n'est pas question de la République, il est question de démocratie. Il faut le rappeler, la République, en l'espèce, dans beaucoup de domaines, est simplement une variante de la démocratie. On finirait parfois par l'oublier. Alors demandez donc maintenant à vos élèves, et là je m'adresse toujours aux professeurs d'histoire et géographie, demandez donc à vos élèves de lire l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit cet article? Eh bien, il est composé de deux alinéas. Le premier dit ceci: toute personne a droit à la liberté d'expression. Et vous voyez que c'est très individuel, c'est très personnel, c'est un droit individuel, c'est un droit à. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Mais voici qu'arrive le second alinéa qui rend quand même un autre son de cloche et qui dit ceci: l'exercice de ces libertés, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Vous voyez que longue, très longue, est la liste des devoirs et responsabilités susceptibles d'encadrer la liberté d'expression. Alors vous allez me dire, mais qui définit ces devoirs et responsabilités qui encadrent la liberté d'expression? Est-ce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg, qui pourrait commettre comme ça des actes d'ingérence dans les juridictions de chaque pays? Pas du tout. Pas du tout. C'est la définition des restrictions à la liberté d'expression incombe à chaque pays. Et la Cour de Strasbourg se garde bien de juger à la place des États souverains, c'est le principe de subsidiarité. Elle vérifie simplement que ces États régulent la liberté d'expression de façon proportionnée par rapport à leur propre législation et aussi par rapport à l'état des mœurs, puisque chacun comprend que l'état des mœurs évolue dans le temps et qu'on ne peut plus, en matière de mœurs, légiférer de la même façon aujourd'hui qu'on le faisait il y a 30 ans ou il y a 50 ans. Donc la Cour vérifie simplement ça. Vous avez une législation qui restreint la liberté d'expression, et ce que vous avez décidé de faire dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, est conforme à cette législation, ça n'était pas disproportionné, et puis par ailleurs, vous êtes assez en phase avec l'état des mœurs dans votre pays. Alors revenons à l'arrêt Handyside de 1976, cité par Maître Bigot comme une référence à un idéal intangible, n'est-ce pas, pour saluer la mémoire de Samuel Paty. Eh bien, en l'espèce, de façon très surprenante, l'arrêt Handyside de 1976 concluait que les autorités britanniques n'avaient aucunement violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en ordonnant la saisie et la destruction d'un manuel d'éducation sexuelle pour enfants que la justice britannique avait jugé contraire aux bonnes mœurs. Vous voyez qu'il est du coup assez paradoxal d'invoquer cet arrêt pour saluer la mémoire de Samuel Paty. Mais si cet arrêt doit retenir l'attention des élèves, et c'est évidemment le sens que donnait Maître Bigot à son article, c'est sur ce point précis: la liberté d'expression peut inclure l'expression d'idées choquantes ou blessantes, y compris pour un groupe, mais toujours dans les conditions admises par la loi qui, elles, varient de pays en pays. Mais alors, imaginez qu'un élève vous dise: mais monsieur, madame, il y a quand même un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen bien connu, l'article 8, qui dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». C'est une magnifique définition de la liberté, avec ce sens extraordinaire de la sobriété, de la concision, n'est-ce pas, que pouvaient avoir les juristes de la Révolution française. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc il y a un principe de non-nuisance, comme on dit parfois, qui limite la liberté.
Alors là, je me réfère à deux articles de Denis Ramond, R-A-M-O-N-D, qui ont été publiés dans la revue Raison politique en 2011, le numéro 4, en 2013, le numéro 4 également. Tout ceci est facile à trouver sur Internet. Et Denis Ramond explique que finalement, la liberté d'expression se prête à deux interprétations opposées. Et il faut savoir que ce conflit existe. Enfin, il ne faut pas délivrer aux élèves un message unilatéral en faisant comme s'il n'existait qu'une seule interprétation possible de la liberté d'expression. Non, il y en a plusieurs. Et ce pluralisme est fondamental si vous voulez faire réfléchir vos élèves sérieusement à ce que c'est que la liberté d'expression. Deux interprétations s'opposent, l'interprétation offensive et l'interprétation, ou offensante, on pourrait dire, et l'interprétation tolérante. Alors, dans la lecture offensive, qui est finalement celle de la Cour de Strasbourg, même si par ailleurs la Cour de Strasbourg se range aux restrictions de la liberté d'expression posées par chaque pays, dans la lecture offensive, donc, toute parole ou image, même offensante, alimente le débat public. Elle a ce mérite d'alimenter le débat public et du coup, elle sert la démocratie. Et par conséquent, cette parole ou cette image, même offensante, serait bénéfique pour tous, y compris pour la minorité offensée. Alors, dans le langage de l'éthique des éthiciens, cette position, elle est typiquement paternaliste, c'est-à-dire que on sait, les autorités, n'est-ce pas, savent mieux que les personnes ce qui est bon pour elles. L'exemple même de la mesure paternaliste, il y en a plusieurs dans notre droit, c'est la ceinture de sécurité. Je sais, moi, État, qu'il vaut mieux que les personnes mettent la ceinture de sécurité, même si elles s'y ont opposées, je sais mieux que les personnes, mieux que les citoyens, ce qui est bon pour eux. Il y a un certain nombre de mesures juridiques qui sont tout à fait paternalistes au sens technique du terme, c'est-à-dire que le sujet est considéré comme un mineur qui ne sait pas ce qui est bon pour lui, et moi, tuteur de ce mineur, je peux édicter ce qui est bon pour lui. Eh bien là, on est tout à fait dans une optique paternaliste, c'est-à-dire que l'auteur de l'affront sait mieux que ses victimes ce qui est bon pour elles. Il estime que la blessure qu'elle ressentent sera finalement plus que compensée par le surcroît de lumière ainsi dispensé. Et à la limite, quand on lit certains essayistes, on a le sentiment que l'offensé devrait quasiment remercier l'offenseur de cette belle leçon de liberté, y compris quand le donneur de leçon est un chef d'État étranger. C'est la conception qu'a souvent la France. Nous sommes un phare pour l'univers entier, et les pays qui sont offensés par notre lumière devraient nous remercier d'être ainsi éclairés. Alors, vous inviterez vos élèves à illustrer les effets de cette théorie en étudiant quelques exemples récents. Il existe une autre interprétation du droit de libre expression qui, elle, prend au sérieux le principe de non-nuisance, qui avait été affirmé en 1789. La liberté consiste à faire tout ce qui n'est nu pas autrui. À prendre également en compte le principe du respect des croyances posé avec quelle force par Jules Ferry en 1882, puisque le non-respect, c'est aussi grave que le châtiment corporel ou l'abus des enfants. Et puis, le principe du respect des croyances qui est rappelé dans la Constitution de 1958. Donc là, vous avez quand même trois textes de référence. Et dans cette interprétation qui prend au sérieux le principe de non-nuisance, eh bien, forcément, vous adoptez une vision pluraliste. Et là, le pluralisme, c'est une valeur qui est aujourd'hui très oubliée. Raymond Aron avait beaucoup insisté sur l'importance du pluralisme dans les démocraties. On peut dire qu'aujourd'hui, notamment avec les excès du républicanisme, on est en train d'oublier les vertus du pluralisme. Et très souvent, dans des débats que j'ai pu avoir avec certains collègues, je m'aperçois que finalement, pluralisme est très vite identifié à relativisme. Non, le pluralisme, c'est une valeur fondamentale de la démocratie, et ça ne se confond pas avec le relativisme, qui serait finalement la négation de toutes les valeurs, ou l'idée que toutes les valeurs se valent. Alors, il y a un auteur essentiel sur la pluralité des valeurs, c'est le philosophe français Paul Ricoeur. Et je vous invite à faire lire à vos élèves le texte du philosophe Paul Ricoeur,
qui est un entretien qui a été publié dans une série d'entretiens coordonnés par Anita Ockar, H-O-C-Q-A-R-D, Anita Ockar, dans un recueil intitulé « Éduquer à quoi bon ?» C'était une série d'entretiens. Et voici ce que dit Ricoeur. « Nous ne vivons pas dans un consensus global de valeurs qui seraient comme des étoiles fixes. C'est là un aspect de la modernité et un point de non-retour. Nous évoluons dans une société pluraliste, religieusement, politiquement, moralement, philosophiquement, où chacun n'a que la force de sa parole. Notre monde n'est plus enchanté. » Et là, c'est une allusion, évidemment, aux formules de Max Weber sur le désenchantement du monde. La chrétienté, comme phénomène de masse, est morte. Et nos convictions ne peuvent plus s'appuyer sur un bras séculier pour s'imposer. Préparer les gens à entrer dans cet univers problématique m'apparaît être la tâche de l'éducateur moderne. Celui-ci n'a plus à transmettre des contenus autoritaires, mais il doit aider les individus à s'orienter dans des situations conflictuelles, à maîtriser avec courage un certain nombre d'antinomies. Les antinomies, ce sont des contradictions fondamentales très difficiles à résoudre. Alors, Anita Ockar interroge Paul Ricoeur, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces antinomies que l'éducateur moderne, n'est-ce pas, doit apprendre à résoudre, enfin, qui doivent donc être au programme, en quelque sorte, de l'éducation moderne dans ce monde polyvalent. Eh bien, Ricoeur cite 3 exemples d'antinomies. 1, il faut préserver l'autonomie de chacun, tout en acceptant d'entrer dans un espace public de discussion. 2, appartenir à une tradition vivante, ça peut être la tradition catholique par exemple, ou républicaine, ou de libre pensée, ou ce que vous voulez, mais appartenir à une tradition vivante sans exclure la présence d'autres traditions. Et 3, avoir des convictions personnelles tout en pratiquant, et je cite, une ouverture tolérante à d'autres positions que la sienne. Je referme la citation. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez exigeant, ça ne revient pas du tout à infuser aux élèves une sorte de catéchisme qui serait cadré de façon centrale, et il faudra donc expliquer aux élèves que le pluralisme, selon Paul Ricoeur, n'est pas synonyme de relativisme, c'est, je le répète, une valeur fondamentale de la démocratie. Alors, pas facile, hein, il n'est pas facile de trancher entre ces 2 visions de la liberté d'expression, l'offense qui se veut charitable et qui veut faire le bien d'autrui malgré lui, et puis le respect d'autrui, qui est une lecture plus directe. Il existe en ce moment un procédé tout à fait expéditif qui est très utilisé, malheureusement beaucoup trop, et contre lequel je crois qu'il faut mettre les élèves en garde. C'est le procédé qui consiste à reformuler ce dilemme, la liberté d'expression comme offense et la liberté d'expression comme respect, à reformuler ce dilemme en termes psychologiques ou moralisants. Vous serez courageux si vous persistez à offenser l'autre, et vous ne serez qu'un lâche dans le cas contraire. Et vous savez que dans le débat public actuellement, on entend beaucoup ces mots de courage ou de lâcheté, d'autant qu'évidemment, face à des attentats djihadistes, la question évidemment de la résistance, de la résilience et du courage se pose. Mais je crois qu'il faut apprendre aux élèves à ne pas tomber dans ce piège sémantique que je trouve très, très sommaire et franchement grossier. Et il faut aussi s'abstenir, et là on peut s'adresser aux chercheurs, aux polémistes, aux responsables politiques. Il faut cesser de diviser la nation en taxant systématiquement nos contradicteurs, ceux qui ont le malheur de ne pas penser comme nous, au sein du monde universitaire, au sein du monde politique, etc., en taxant nos contradicteurs d'ennemis de la République ou d'ennemis de la France, ou en prétendant que, par exemple, ils pratiquent la haine de soi, que ce sont des Français qui haïraient la France, etc. Je crois que ce genre d'argument n'a pas sa place dans une démocratie. Je crois que c'est une façon assez indigne d'exclure les adversaires du débat, de les exclure de la nation. Et pour dire les choses très simplement, personne n'est propriétaire de la République, parce que la République a plusieurs interprétations possibles et certainement pas une seule qui nous serait dictée d'en haut.
Et donc, j'espère que nous avons encore le droit d'accorder un minimum de considération aux croyants ou aux incroyants de toute religion, sans être accusés de complaisance avec les assassins ou les auteurs des attentats djihadistes. Mais évidemment, il y a une contrepartie à ça, ça veut dire aussi que les fidèles musulmans, qui sont habitués, trop habitués à diviser le monde entre croyants et mécréants, eh bien, devront eux aussi en tirer les conséquences. C'est au prix de cette révolution mentale que nous pouvons exiger d'eux qu'ils s'intégreront à la nation. Et du coup, c'est toujours utile de rappeler aux élèves, et j'ai déjà cité ce texte, que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le droit de changer de religion ou de ne plus croire. Et c'est d'ailleurs à cause de cet article que l'Arabie saoudite, en 1948, a rejeté la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Elle a refusé d'y souscrire, de la ratifier. Et si jamais un élève trop cartésien, je dirais, cherchait à savoir mais pourquoi notre République laïque entretient des liens aussi forts avec le régime saoudien qui est d'inspiration wahhabite, tout à fait radical sur le plan religieux, pourquoi nous avons tissé des liens si forts avec le régime saoudien? Là, je pense qu'il vaut mieux ne pas aborder cette question avec les élèves. C'est une question très difficile, c'est un mystère, et vous ferez mieux, je pense que mieux vaut renvoyer la question à la cellule laïcité du rectorat qui peut-être pourra y répondre. Je reste encore sur ce thème de la prétendue lâcheté de ceux qui osent. Vous voyez le paradoxe, on est lâche quand on a le courage de. Bon. La prétendue lâcheté de ceux qui osent prendre en compte l'existence d'autrui et qui donc se font taxer de complaisance ou de compromission. Ce sont autant de synonymes qui sont actuellement brandis dans le débat public. Il me semble que Paul Ricoeur, dans l'entretien déjà cité, fournit un excellent antidote à ces sophismes. Le compromis, loin d'être une idée faible, est une idée au contraire extrêmement forte, dit Paul Ricoeur. Il y a méfiance à l'égard du compromis parce qu'on le confond trop souvent avec la compromission. La compromission est un mélange vicieux des plans et des principes de référence. Il n'y a pas de confusion dans le compromis comme dans la compromission. Dans le compromis, chacun reste à sa place et personne n'est dépouillé de son ordre de justification. Fin de citation. Alors, vous voyez, le compromis sans compromission. Bon, pas facile, hein, mais rien n'est facile dans toute cette affaire, de bout en bout. Alors, on peut appliquer cette leçon de Paul Ricoeur à l'accusation infamante de complaisance envers le djihadisme ou d'islamo-gauchisme. Islamo-gauchisme, je suis désolé d'avoir à le dire, mais enfin, pour le chercheur que je suis, c'est le type même de la formule d'exécration, une formule magique, qui substitue l'injure à l'analyse et qui ne devrait pas avoir sa place dans nos discussions. Intégrer l'existence d'autrui dans sa vision du monde, ce n'est pas pratiquer la haine de soi. Je dirais qu'au contraire, c'est sortir de soi pour se grandir. Et sortir de soi, c'est une expression durkheimienne. Émile Durkheim disait que quand on est chercheur, qu'on doit essayer d'étudier le monde social, eh bien, il faut être capable de sortir de soi, de faire abstraction de ses préjugés ou de tout ce dont on a hérité des idées courantes. Donc, cessons de diviser la nation en taxant nos contradicteurs d'ennemis de la République, d'ennemis de la France. Je crois que c'est vraiment très important de garder ces choses présentes à l'esprit. Alors, le président Macron, dans un des tweets qu'il a diffusé à l'attention des pays musulmans pour réagir aux réactions parfois très violentes de ces pays après les discours de la Sorbonne, a beaucoup insisté sur l'unité de la nation. Et il écrit « Nous continuerons, nous nous tiendrons toujours du côté de la dignité humaine et des valeurs universelles. » Je crois que c'est une très belle formule, mais justement, la dignité étant un maître mot, eh bien, je ne vous conseille pas,
vous, professeur d'histoire-géographie, je ne vous conseille pas d'examiner une à une avec vos élèves les caricatures de Charlie Hebdo, mais plutôt de faire un cours sur l'histoire de la caricature politique et religieuse en France, mais aussi en Europe, notamment dans les pays qui ont développé la caricature bien avant nous, comme l'Angleterre en particulier. Et vos élèves comprendront à parcourir ainsi l'histoire de la caricature en Europe qu'en ce domaine, comme en beaucoup d'autres, eh bien, il y a le meilleur et le pire, il y a tous les niveaux de qualité. Tout le monde n'est pas Daumier, Nadar ou Gustave Doré, et de nos jours, tout le monde n'est pas Chapat, Dillem, le grand caricaturiste algérien, Pétillon, malheureusement décédé depuis peu, ou Plantu. Moi, pour ma part, mais c'est un jugement tout à fait subjectif que je ne demande pas de partager, je pense que le talent artistique de Cabu reste indépassé, et j'avoue que je riais beaucoup en lisant les dialogues d'autodérision sur nos obsessions sexuelles que Wolinski savait présenter mieux que personne. On connaît la une de Charlie du 8 février 2006, où Cabu campe le prophète Mahomet en pleurs, s'écriant « C'est dur d'être aimé par des cons ». Avec cette légende surimprimée, et volontairement surimprimée, il ne voulait pas que la légende sorte du dessin, il voulait que le dessin et la légende continuent de former un tout, Mahomet débordé par les intégristes. Voilà un dessin, on peut penser ce que l'on veut de ce dessin, mais enfin, la cible est clairement définie. Alors que la caricature de Charb, une étoile aînée qui représente Mahomet totalement nu, en prière, offrant une vue imprenable sur son sexe et son postérieur, eh bien cette caricature-là, elle visait l'islam tout court. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est que les attentats, depuis, ont eu cet effet extraordinaire de sacraliser toutes les caricatures sans distinction de qualité notamment. Et donc, est-ce que l'on peut expliquer aux élèves que nous sommes arrivés à un point où c'est justement quand la caricature est la plus nulle, quand elle est réduite à sa fonction la plus dégradante, qu'elle n'a aucun alibi artistique, humoristique ou politique, que c'est à ce moment-là qu'elle serait censée illustrer à l'état pur la liberté d'expression, qu'elle illustrerait nos plus hautes valeurs républicaines, y compris l'affirmation de la dignité humaine à laquelle le président Macron se référait. Vous voyez que c'est quand même, je crois que c'est mission impossible et qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Maintenant, se pose la question de savoir si j'ai encore le droit, au pays de la libre expression, de m'indigner du caractère offensant de certaines caricatures sans être accusé de haïr la République. Et vous voyez bien que la très pesante atmosphère qui règne aujourd'hui me dit que non. Poussée à l'absolu, la libre expression ne tolère plus la libre critique. Les textes constitutionnels que j'ai cités ont beau évoquer le respect des croyances, y compris l'article 1er de notre Constitution, on peut dire que les djihadistes ont atteint leur but, nous pousser à bout, ériger les caricatures en absolu, au risque d'isoler la France. Et là, je vous renvoie, et je pense que vous pouvez renvoyer vos élèves, à un éditorial d'une très grande sagesse, qui a été rédigé récemment, le 27 octobre 2020, par le grand quotidien francophone libanais, L'Orient le Jour. C'est la fusion de deux quotidiens anciens. Et c'est très important de lire L'Orient le Jour parce que c'est un des rares ponts que nous avons entre la France et le Proche-Orient. On n'en a pas beaucoup. Les relations avec Israël sont compliquées. Mais L'Orient le Jour, c'est un organe qui fait un lien extrêmement précieux et utile entre la France, les réalités françaises et les réalités du Proche-Orient. Cet éditorial est signé de Soulaïma Mardam, M-A-R-D-A-M, Mardam B, B-E-Y. Et que dit-elle ? Pour beaucoup de Français, les caricatures sont aujourd'hui le symbole même de leur identité. Pour beaucoup de musulmans au Moyen-Orient, elles sont la négation de la leur. Ce dialogue de sourds prend actuellement des proportions démesurées. C'est toujours Soulaïma Mardam B qui s'exprime. Des proportions démesurées, chacun se drapant dans une conception puriste et quelque peu anachronique de qui il est,
la République pour les uns, l'islam pour les autres, comme si l'une et l'autre, en plus d'être par nature inconciliables, répondaient de surcroît à des critères immuables, hermétiques au temps et à l'espace. Et vous êtes professeur d'histoire-géographie, et le temps et l'espace, c'est justement votre affaire. Votre mission, c'est justement de rappeler que nous sommes plongés dans le temps et dans l'espace. Et que nos valeurs les plus chères, y compris la liberté d'expression, ont une histoire, souvent venue d'ailleurs. Nous ne sommes pas propriétaires des valeurs républicaines ou des valeurs démocratiques. C'est un brassage, une circulation d'idées qui a traversé l'océan Atlantique, qui a parcouru l'Europe. Nous sommes donc, ces notions, ces vérités fondamentales ont une histoire souvent venue d'ailleurs, et il est important de pouvoir dire que nous devons garder prise sur leur définition et leurs conditions d'exercice. Ce n'est pas quelques intellectuels ou quelques essayistes ou polémistes, ce n'est pas un ministre, fût-il de l'Éducation nationale, qui doivent nous dicter ce que nous devons penser des valeurs de la République. Et du coup, face à cette remise en perspective historique et géographique, qui n'est pas un renoncement aux valeurs, qui est au contraire un approfondissement, eh bien, de part et d'autre, nous faisons le contraire. Nous campons, nous essayons de camper à tout prix sur l'unicité de la République, qui serait la source exclusive de toute valeur. Et puis du côté de l'islam, les extrémistes, que font-ils ? Eh bien, ils poussent à l'extrême l'idéologie politique de l'unicité en islam, la fameuse tawhid. Et nous devons par exemple à Gilles Kepel des informations très précieuses sur l'importance de ce thème, n'est-ce pas ? La surenchère sur la tawhid, sur l'unicité de Dieu de l'islam par rapport au monothéisme traditionnellement affirmé, cette espèce de surenchère, elle est fondamentale dans l'inculcation des valeurs radicales des djihadistes. Alors, pourquoi l'unicité serait-elle une meilleure valeur que la pluralité ? J'avoue que je ne comprends pas très bien et que là, c'est un débat des philosophes. Je pense qu'on peut réaliser l'unité dans la pluralité. Je pense que la véritable unité, c'est celle qui sait intégrer la diversité sans la faire disparaître. Mais vous avez le droit de penser autre chose, c'est une interprétation que moi je me fais. Alors, je sais que expliquer, bien que vous soyez professeur d'histoire-géographie, expliquer à quel point nous sommes plongés dans le temps et dans l'espace, à quel point nos valeurs ont une histoire, à quel point nos valeurs débordent nos frontières, ou peuvent nous venir d'ailleurs, c'est compliqué, c'est sans doute une tâche qui dépasse vos forces, et je ne suis pas sûr que le cadrage officiel que je n'ai pas encore pu consulter soit capable d'affronter cette question. Tout cadrage officiel a forcément des limites. Mais si vous voulez faire de vos élèves des citoyens et tout simplement des adultes, alors il faut leur apporter tous les éléments du débat. Pas seulement une partie des éléments allant dans le sens que l'on voudrait prédéterminer. Non, tous les éléments du débat, comme j'ai essayé de le faire ici, sur la notion de liberté d'expression et son exercice. N'enfermez pas vos élèves dans des vérités toutes faites, ils méritent mieux que cela. Voilà, j'en ai fini avec donc la version orale de ce texte que j'ai publié donc ce matin, le 30 octobre 2020, dans La République des idées. C'est un peu inhabituel de faire un cours consistant en quelque sorte à paraphraser un texte qui a été imprimé le jour même, mais je pense que l'enjeu est tel que cela en valait la peine. Je vais faire une pause de quelques minutes et dans quelques instants, je vais reprendre, annoncer donc le contenu de mon cours sur les politiques migratoires pour le reste de l'année. À tout à l'heure. Je voudrais, avant de clore totalement, en fait on verra qu'on ne peut pas clore, la première partie de mon exposé, ajouter ceci, c'est qu'au moment où j'ai rédigé la lettre au professeur d'histoire et de géographie pour la vie des idées, j'ai appris, comme vous tous,
ce nouvel attentat effrayant contre 2 paroissiennes et le sacristain de la basilique Notre-Dame à Nice. Et le maire de la ville, Christian Estrosi, évidemment bouleversé par cette nouvelle attaque contre sa population, a réagi à cet attentat islamiste en réclamant, et je crois que c'est vraiment une idée tout à fait intéressante, la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est critiqué, mais enfin, c'est vrai que ça permet beaucoup de choses. Et en réclamant également une vigilance accrue des citoyens. Ceci donc dans un entretien au Figaro du 29 octobre, puisque c'est hier, le 29 octobre, que cet attentat a eu lieu. Alors, Christian Estrosi en profite pour inviter les professeurs d'histoire-géographie à ne pas transiger sur la liberté d'expression. Et dans la phrase qui suit, il fustige l'islamo-gauchisme et il fustige les droits de l'homiste, donc ceux qui mettent en avant, n'est-ce pas, les droits de l'homme, qu'on aurait trop écouté ces dernières années. Mais là, vous comprenez qu'on a un problème quand même assez important. Qu'est-ce que la liberté d'expression, sinon un droit de l'homme ? Et vous ne pouvez pas fustiger les droits de l'homiste tout en disant qu'il faut respecter de façon absolument intransigeante un droit de l'homme aussi fondamental que la liberté d'expression, qui, comme je vous l'ai indiqué, n'est pas directement issu de la tradition républicaine, mais est un élargissement considérable qui nous est venu par la Déclaration universelle des droits, la Déclaration européenne des droits de l'homme en 1950. Donc, cette affaire de droits de l'homme est assez compliquée et ça va faire le lien avec la deuxième partie du cours où je vais parler des politiques migratoires, parce qu'une des questions fondamentales que je vais aborder au cours de l'année, c'est la question de savoir, mais est-ce que le respect des droits de l'homme, qui alimente une partie des flux migratoires, on pense au regroupement familial, on pense à l'accueil des réfugiés, on pense au droit des enfants à vivre avec les parents, etc. Est-ce que ce respect des droits de l'homme, c'est quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur, par une juridiction européenne ou internationale, l'ONU, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine juridique? Et est-ce qu'on peut dire que finalement la politique migratoire inclut ou non le respect des droits de l'homme? Eh bien, je pense que dans toute la typologie des politiques migratoires que l'on peut établir, et je vais m'y employer dans un instant, une des visions possibles des politiques migratoires, c'est celle qui consiste à dire que les droits de l'homme ne sont pas un corps étranger imposé de l'extérieur, quelque chose comme un gouvernement des juges qui porterait atteinte à notre souveraineté, c'est l'argument habituellement invoqué, mais fait réellement partie d'un héritage historique qui a su s'agrandir en s'alimentant aussi à d'autres traditions juridiques et qui finalement, si on décide de souscrire à ces conventions, eh bien cela fait partie de la politique migratoire. Donc je n'opposerai pas la logique des droits à la logique du management ou la gestion des migrations. Migration management, c'est une expression très utilisée aux États-Unis. Je m'interrogerai sur le lien qui existe entre la gestion des migrations et le respect des droits universels, des droits européens, des conventions internationales, etc. Ce sera un aspect important du cours de cette année. Alors, essayons de réfléchir un petit peu sur ce que c'est qu'une politique migratoire. Il n'est pas facile de définir les contours de la politique migratoire. Aucune politique, en réalité, n'a de contours très précis. Pour prendre un exemple, la politique familiale, qui intéressait beaucoup de démographes ou de politistes ou de spécialistes des sciences sociales en général. La politique familiale, ça inclut les encouragements à la natalité, ou ça inclut l'aide aux familles, ça inclut la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, etc. Donc ça inclut tout un système d'allocations, très nombreuses dans le système français. Oui, tout ça, c'est la politique familiale, mais on pourrait très bien considérer que, par exemple, faire en sorte que l'urbanisme soit accueillant pour les enfants, child-friendly, comme on dit en anglais, faire en sorte que l'urbanisme soit accueillant pour les enfants, ça fait aussi partie de la politique familiale. Et donc, où sont
les limites, n'est-ce pas, entre ce qui relève de la politique familiale stricto sensu, ce qui relève d'éléments fondamentaux pour qu'elle puisse s'exercer. Eh bien, ce problème-là, nous le trouvons dans la définition du périmètre de toutes les politiques, et c'est vrai aussi, bien sûr, des politiques migratoires. Et déjà, j'ai commencé à aborder ce problème, puisque est-ce que la politique des droits de l'homme fait partie ou non de la politique migratoire? Est-ce que c'est un élément étranger qui s'oppose aux objectifs de la politique migratoire, ou est-ce que ça en fait partie intégrante? Vous voyez qu'en réalité, il y a en fait dans le débat public une sorte de lutte pour la définition des contours légitimes des différentes politiques. Et donc, moi-même, dans ce cours, je vais évidemment commencer par adopter une définition aussi large que possible des contours de la politique migratoire, avant de voir si on peut resserrer l'objet et le préciser davantage. Donc, pas facile de dire où commence, où s'arrête une politique migratoire. D'autant que des gens, on s'interroge depuis longtemps sur la nécessité d'en avoir une de politique migratoire, j'y reviendrai. Et puis par ailleurs, les composantes de la politique migratoire sont extrêmement multiples. Vous avez des acteurs institutionnels, l'État, mais aussi les entreprises. Qui doit recruter les migrants? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que les entreprises? Est-ce que ce sont les entreprises? Et au cours de l'histoire, ça a beaucoup varié. Au lendemain des guerres, quand il y avait une pénurie de main-d'œuvre, l'État a laissé les entreprises libres de recruter à leur guise les travailleurs étrangers. Les charbonnages de France, au lendemain de la guerre de 14, sont allés en Pologne pour la première fois chercher des citoyens d'un pays non limitrophe pour faire en sorte que les mines puissent être relancées après la Première Guerre mondiale. Et puis à un certain moment, pendant les guerres proprement dites ou dans les périodes de crise économique, l'État reprend le dessus. Donc déjà, une politique migratoire, il y a un problème, c'est de savoir mais qui la conduit? Mais vous avez aussi des instances de toutes sortes. Vous avez des instances locales. Et on sait qu'une mairie, une grande mairie, peut avoir un rôle dans une politique migratoire si elle décide de mettre une certaine quantité de budget dans l'accueil des migrants ou des demandeurs d'asile, ou si elle le refuse. Alors certes, ça n'est pas la même latitude d'intervention, mais enfin, ça peut jouer énormément. Et dans des États fédéraux ou dans des États très décentralisés, dont l'Allemagne offre un exemple, les instances locales forment des acteurs institutionnels absolument essentiels de la politique migratoire. Mais on peut penser aussi aux associations, à tout le monde associatif. On sait bien qu'en réalité, dans le maquis législatif incroyable, créé par l'addition d'une nouvelle loi sur l'immigration à peu près tous les 16 mois depuis une trentaine d'années, eh bien, l'État sait très bien que les migrants ne pourraient pas s'y retrouver sans l'aide des associations, sans le soutien juridique notamment des associations. Donc, certaines gagnent des marchés qui sont ouverts par l'État, d'autres interviennent de façon tout à fait autonome. Vous voyez que là encore, le périmètre des acteurs, des acteurs, est extrêmement complexe. Autre composante d'une politique migratoire, l'arsenal législatif. Il y a un arsenal législatif qui est national, il y a des principes de droit universels, et il y a aussi cet instrument, comme on dit, très particulier, qui sont les traités bilatéraux, et qui l'emportent en principe sur la législation nationale, qui font que, par exemple, la liste des métiers en tension, qui permet de savoir si on va recruter directement ou non des travailleurs étrangers, n'est pas la même pour le Gabon et pour le Sénégal, par exemple. Pourquoi? Parce que des traités bilatéraux ont modifié la donne. Bien sûr, un acteur fondamental de la politique migratoire, c'est l'organisation du marché du travail international. On se souvient que, par exemple, à l'époque de la célèbre circulaire Guéant, qui avait consisté à dire « mais vous veillerez tout particulièrement à ce que les étudiants ayant acquis un doctorat ou un master dans les étrangers, n'est-ce pas, ayant acquis un master ou un doctorat en France, et qui avaient donc le droit, depuis la loi Sarkozy de 2006, à être embauchés pendant 6 mois dans une grande entreprise, eh bien, vous veillerez tout particulièrement à ce qu'ils soient embauchés très exactement dans le domaine correspondant à leur diplôme. » Et donc, on a vu
des services préfectoraux se pencher gravement sur la question de savoir est-ce que la consultance et le management c'est la même chose ou pas, est-ce qu'un diplôme de finance ça peut valoir pour exercer des fonctions dans la logistique, etc. Et on a compris à ce moment-là, et les présidents des grandes écoles de commerce internationales établies sur la place de Paris ou en province, ont compris à ce moment-là avec effarement qu'il y avait des interlocuteurs étatiques qui étaient totalement incapables de comprendre que le marché des hautes qualifications est en fait un marché international. Le marché des hautes qualifications est forcément international, et donc décider dans telle ou telle préfecture locale de l'adéquation des diplômes à un emploi, c'était quelque chose de proprement aberrant par rapport à la puissance d'un marché du travail international pour les hautes qualifications. Mais bien sûr, il y a aussi, et là les chercheurs américains ont beaucoup insisté là-dessus, ils sont parfois même, je dirais, obsédés par la question, il y a des coalitions d'intérêts. C'est un thème extrêmement fréquent chez les politistes américains qui se sont penchés, pas seulement américains d'ailleurs, mais enfin surtout américains, qui se sont penchés sur les politiques migratoires, c'est qu'en fait, il existe des coalitions d'intérêts, parfois un peu hétéroclites, où vous avez des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi de grandes entreprises qui voudraient que le marché du travail international soit beaucoup plus flexible et qui finalement font pression auprès des parlements pour que finalement une certaine liberté de migration soit possible. Et ces coalitions d'intérêts ont été très étudiées, souvent quantifiées par les chercheurs américains. Et vous voyez que le monde associatif peut en faire partie, mais enfin c'est d'abord le monde des entreprises qui est à la source de ces coalitions d'intérêts. Voilà, la Silicon Valley, par exemple, évidemment, a intérêt à faire venir des travailleurs étrangers sans trop de limitations. Et puis, reste à se poser la question, mais je reviendrai tout à l'heure, de savoir comment un État contrôle la mobilité des personnes, la circulation, la question de la biopolitique, j'y reviendrai. Mais d'abord, il faut se demander si, après tout, on a besoin d'avoir une politique migratoire. Et il existe un courant de pensée qui affirme que non, et qui a une tradition très ancienne, qui est la tradition libérale, illustrée par des auteurs comme Cantillon, par des auteurs comme Adam Smith, comme des physiocrates au XVIIIe siècle, adeptes du laisser-faire. Et adeptes du laisser-faire face à des situations où la liberté de circulation des travailleurs était incroyablement entravée, et notamment les fameuses lois sur les pauvres, je l'ai évoqué dans ma leçon inaugurale, qui fixaient les pauvres dans les paroisses auprès des services sociaux des paroisses et qui les empêchaient d'aller prospecter le marché du travail pour trouver un emploi. Et donc, entraver la circulation d'une localité à l'autre, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Et Adam Smith évoque le fait que tout ceci, ça peut s'élargir à la terre entière. Et donc, la vision libérale du laisser-faire, c'était d'autoriser la libre circulation, c'était de laisser les gens librement prospecter le marché du travail, et Adam Smith était persuadé que, de cette façon, un rééquilibrage automatique, c'est tout le thème de l'homéostase, le retour naturel à l'équilibre, qu'un rééquilibrage automatique des salaires allait, grâce à la migration, s'établir entre les régions pauvres et les régions riches. Et son exemple principal, c'était entre l'Écosse, région pauvre à l'époque, et l'Angleterre, qui était beaucoup plus riche. Et il disait que si on laissait les gens circuler librement, par exemple les travailleurs écossais venir en Angleterre, eh bien, ça aboutirait au total à améliorer les conditions de vie. Et tout un courant d'économistes, encore à l'heure actuelle, soutient cette thèse, non sans manquer d'arguments, en disant que, par exemple, si on délivrait davantage de visas, ça profiterait au pays de départ comme au pays d'arrivée, et ça égaliserait les conditions de vie. Bon, je consacrerai une partie de séance à cette question-là, qui est évidemment très difficile. Alors, dans la vision libérale du laisser-faire, il y a un aspect de politique négative et un aspect de politique positive. La politique négative, ça veut dire enlever les obstacles, abolir les frontières, abolir les péages, les taxes. Et on n'imagine pas comment, dans l'Ancien Régime,
toute la circulation était entravée. J'avais cité le cas de l'Alsace l'an dernier. Un tonneau de vin qui allait de Strasbourg à Amsterdam en suivant le Rhin, l'Escaut, etc., avait à peu près plus d'une trentaine de péages, de s'arrêter à une trentaine de péages le long du fleuve. Et la circulation des personnes, contrairement à ce qu'on imagine autrefois, et ce que suggère le fameux texte de Stefan Zweig sur le fait que ce serait après la guerre de 14 qu'on aurait instauré les passeports, la circulation des personnes était également très entravée par toutes sortes de péages sous l'Ancien Régime. Donc, des auteurs comme Cantillon en France, Adam Smith en Écosse, souhaitaient lever les obstacles et finalement, d'une certaine manière, abolir les frontières. Et puis, ça c'est la politique négative. Il y a une politique positive qui consiste à mettre en place un jeu de mesures incitatives ou dissuasives. En tout cas, un jeu qui ne vise personne en particulier, ce n'est pas un contrôle individuel, mais qui cherche à établir un certain nombre de mesures qui augmenteraient globalement le bien-être indirectement. Et c'est le principe de ce qu'on appelle les retombées positives. On parle parfois aussi des effets collatéraux, le spillover. Alors, je reparlerai tout à l'heure de cette affaire, mais cette pensée très libérale de la migration est très liée aussi à l'invention de la notion de population, l'invention de la notion d'économie, à l'invention de la discipline économique. Il y a là tout un réseau de concepts et d'idées qui font corps. Le problème et là je le fais évidemment à travers cette introduction très générale, qu'esquisser des choses sur lesquelles je reviendrai, le problème c'est que quand on laisse faire, et très vite des auteurs ont dénoncé cet état de choses, eh bien il y a des perdants et des gagnants, et tout cela peut se traduire par un creusement des écarts entre les perdants et les gagnants, plutôt que par un nivellement ou un équilibre. Et la principale explication de ce phénomène, on la trouve par exemple invoquée par Zygmunt Bauman, le philosophe britannique d'origine polonaise, qui a rappelé que la mobilité est un bien rare. La mobilité est un bien rare, tout le monde n'a pas accès à la mobilité au même degré, et il y a des effets sélectifs du laisser-faire. C'est-à-dire que lorsqu'on dit, écoutez, migrez à votre guise, il y a des gens qui ont les moyens de migrer, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de migrer, tout le monde n'a pas les moyens de ses aspirations quand il s'agit de migrer. Et du coup, le laisser-faire peut avoir des retombées négatives, globales, en creusant l'écart entre les perdants et les gagnants. Une autre idéologie très proche de l'idéologie libérale, mais qui est une sorte de surenchère par rapport à ça, et mettant d'individualisation de la perspective, c'est le point de vue libertarien, qui consiste à dire que les individus, alors c'est Nozick notamment, le philosophe Nozick, N-O-Z-I-C-K, philosophe américain qui a théorisé cette chose, les individus sont propriétaires d'eux-mêmes. Personne ne peut les exproprier de leur individualité. C'est une idée qui remonte à Locke, qui date donc de la fin du XVIIe siècle et qui a été développée par les libertariens. Et l'idée, c'est que du coup, chacun étant libre, étant propriétaire de soi-même, ce qui est une notion très forte, eh bien, ne peut pas être soumis à une politique migratoire qui l'obligerait ou même l'inciterait à circuler ou à ne pas circuler dans un sens ou dans l'autre. Et donc des libertariens qui peuvent par ailleurs être extrêmement conservateurs, sont opposés à toute politique migratoire, ce qui est assez étonnant, car ce n'est pas nécessairement de ce côté-là qu'on attendrait une ouverture des frontières. On est toujours en France, on pense que l'ouverture des frontières, c'est nécessairement un concept gauchiste. Eh bien non, il existe des libertariens qui n'ont absolument rien de gauchiste, qui peuvent être extrêmement conservateurs dans toutes sortes de domaines et qui sont contre l'idée même de politique migratoire, contre l'idée d'une interférence de l'État dans la circulation des individus, d'une ingérence de l'État dans la circulation des individus. Et donc vous voyez que l'idée, est-ce qu'il faut une politique migratoire ou pas, n'est pas évidente. Mais évidemment, je vais m'en tirer à ce stade en disant que le refus de la politique migratoire, l'idée qu'on n'a pas besoin d'une politique migratoire, est encore une politique migratoire.
que la libre circulation fait partie du jeu, du clavier possible des politiques migratoires. Alors, est-ce qu'on peut dresser une typologie des politiques migratoires? Il y a plusieurs façons de dresser cette typologie. Il y aura une première façon qui consisterait au fond à suivre un parcours chronologique et à dire, écoutez, il faut suivre le migrant, il y a les politiques d'immigration, il y a même des politiques d'émigration, et on va suivre sa trajectoire. Alors déjà, commençons à réfléchir sur l'existence de politiques d'émigration. On est totalement habitué à penser que les politiques migratoires, c'est nécessairement des politiques de contrôle de l'immigration, puis ensuite d'intégration, d'établissement ou pas des familles, d'intérêt pour la seconde génération, etc. Mais il existe aussi des politiques d'émigration. Et donc, depuis quelque temps, dans la littérature, certains auteurs dénoncent ce qu'ils appellent en anglais immigration bias, BIAS, c'est-à-dire le biais immigrationniste en quelque sorte. Le biais qui consiste à dire que quand on étudie les politiques migratoires, on va nécessairement étudier les politiques d'immigration en se plaçant du point de vue des pays d'accueil, des pays de destination. Donc on accorde ainsi, et c'est ce que dénoncent des auteurs, on accorde ainsi un privilège indu à des politiques de gestion de l'immigration qui peuvent être très centrées sur les pays du Nord ou européocentrées, alors qu'en réalité de grands pays, comme le Mexique, l'Inde, les Philippines, ont eu une politique d'émigration, ou ont eu aussi une politique de contrôle des diasporas. Le Maroc, par exemple, pendant longtemps, tant qu'il n'était pas possible d'utiliser des systèmes électroniques pour transférer de l'argent aux familles restées au pays, eh bien, le Maroc avait tout un système bancaire de contrôle, de remise des migrants. Et le Maroc avait en plus une idéologie nationale consistant à dire que, certes, les migrants, les immigrés marocains peuvent adopter la nationalité française, allemande, italienne, hollandaise, etc., mais ils restent sujets du roi. Ils restent sujets du roi. Ils sont donc binationaux. Et à ce titre, il est normal que le roi veille sur eux comme un berger sur son troupeau, et notamment le Maroc, en raison de cet intérêt particulier pour sa diaspora, a été longtemps un des pays d'émigration qui a le plus cherché à contrôler la loyauté de ses sujets émigrés et les finances, et leurs finances. Donc oui, il existe des politiques de contrôle migratoire. On a beaucoup parlé ces temps-ci du financement des mosquées par des pays étrangers. Bien, voilà certainement quelque chose qui fait partie de la politique migratoire. L'idée qu'on va continuer de veiller à ce que les sujets immigrés à l'extérieur restent loyaux envers le pays d'origine, y compris loyaux envers la religion d'État. Et du coup, c'est ce qui, aux yeux des pays en question, justifie le financement des mosquées. Et vous savez que la Turquie et le Maroc, beaucoup plus que l'Algérie, font partie des pays qui ont cette politique d'émigration et de contrôle à distance des émigrés. Mais après tout, les pays occidentaux eux-mêmes, eh bien, suivent de près leurs émigrés. Alors, en les appelant expatriés, pour signifier qu'ils relèvent toujours de la patrie, n'est-ce pas ? En tentant le plus possible de les immatriculer. Il y a eu de grands efforts pour améliorer l'immatriculation des ressortissants français à l'étranger, auprès des consulats, en encourageant tout un réseau d'écoles francophones. Qu'est-ce que c'est cela, sinon une politique d'émigration qui consiste à essayer de suivre, d'accompagner, d'épauler les ressortissants de son pays qui migrent à l'étranger, même si c'est pour des durées parfois très longues. Et souvent d'ailleurs, les immatriculés sont des binationaux ou bien des couples mixtes. Il semble qu'à peu près la moitié des Français immatriculés dans les consulats étrangers sont eux-mêmes mariés à des ressortissants du pays d'accueil. Les politiques d'émigration, on les retrouve également dans les accords bilatéraux. Tel pays accepte de signer des accords préférentiels avec une grande nation européenne, occidentale, pour fournir une main-d'œuvre d'un tel niveau de qualification. Et si vous suivez les publications annuelles de l'OCDE,
qui sont extrêmement précises sur le sujet. Vous verrez que dans la dernière publication de l'OCDE, qui date de 2019, la grande synthèse sur l'ampleur des migrations dans le monde, toujours complétée par un certain nombre de sujets qui sont spécialement approfondis d'année en année, et bien cette grande synthèse décrit de façon très précise les développements des politiques migratoires, et parmi les développements, les nouveautés les plus importantes, il y a ces accords préférentiels qui sont menés avec des pays étrangers, et donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de politique d'immigration sans qu'il y ait aussi, dans une certaine mesure, des politiques d'émigration en vis-à-vis qui leur servent de pendant. Les politiques de refoulement, d'expulsion sont très difficiles à mener si on n'a pas la coopération des pays d'origine. On sait ça également. Donc je ne fais là que esquisser certaines formes des politiques d'émigration dont on ne parle pas assez. Mais il y a eu dans l'histoire, et ça continue encore de nos jours, des politiques d'émigration considérables qui consistaient finalement, qui avaient un objectif politique, qui consistait à expulser les indésirables, expulser les pauvres, et c'est ce que l'Angleterre a beaucoup fait vis-à-vis, en les envoyant dans le Nouveau Monde ou dans les colonies d'outre-mer de façon générale, expulser les minorités religieuses trop remuantes, qui remettaient en cause le monopole religieux de l'État. Il y a l'exil des opposants, et la France a pratiqué à une échelle pas négligeable la déportation des opposants après la Commune, par exemple, vers les bagnes d'outre-mer, les forçats, ce que les Anglais ont appelé les convicts. L'Australie a été essentiellement peuplée par des convicts, et puis souvent des entreprises de colonisation où les hommes manquaient de femmes, et on a fait venir, ce n'est pas une légende, on a fait venir des prostituées ou des femmes que l'on condamnait hâtivement et qui étaient traitées comme telles, afin de pouvoir aider à peupler le Nouveau Monde en faisant des unions avec les colons. Les politiques d'émigration contiennent aussi des politiques de non-émigration, de contrôle strict des sorties. Il faut toujours se rappeler que sous l'Ancien Régime, le contrôle des sorties était plus important que le contrôle des entrées. Sous Louis XIV, on a un décret qui interdit l'émigration. Colbert découvre un jour qu'il y a des centaines d'ouvriers français qui travaillent dans les chantiers navals des Provinces-Unies, les Pays-Bas. Il est absolument furieux de cette perte de substance, et un décret est publié qui ordonne, qui somme ces ouvriers français qui travaillent pour les marines étrangères de rentrer dans les 15 jours. Ça n'aura à peu près aucun effet, évidemment. Et de la même façon, un autre décret de Louis XIV interdira les mariages des Français à l'étranger, et il faudra des statuts un peu dérogatoires pour que, je l'avais raconté l'an dernier, une province comme l'Alsace continue de pratiquer l'échange matrimonial tout le long du fleuve du Rhin avec les Suisses, avec les différentes populations germaniques, avec les Pays-Bas, comme c'était leur tradition depuis des siècles. Donc, contrôle des entrées, volonté de non-émigration, évidemment, tout le bloc communiste a fait ça, Cuba continue de le faire, contrôle strict des sorties, c'est une politique de non-émigration, mais c'est bien une politique. Il faut ensuite ne pas oublier, et j'y consacrerai un cours particulier, ne pas oublier qu'il y a eu aussi des politiques de migration forcée ou semi-forcée qui ont été considérables, dont on avait un peu sous-estimé l'ampleur. Alors certes, il y a l'esclavage. L'esclavage n'est pas autre chose qu'une migration forcée, mais ça peut être une transmigration forcée qui va reposer sur la collusion de 3 ou 4 politiques migratoires. Politique au sens de pratiques organisées, programmes réguliers, décidés par une autorité locale ou une autorité privée reconnue par les autorités. Les compagnies des Indes, des compagnies d'exploitation de l'Afrique, etc., c'était des compagnies privées, mais qui avaient un monopole agréé par l'État. On dirait presque un partenariat public-privé dans le langage actuel. Prenez
ce qu'on appelle la traite négrière, la traite transatlantique des esclaves d'Afrique, qui est une forme de migration forcée, où là vous avez au moins 4 ou 5 acteurs. A achète des esclaves à B, B les a extorqués ou razziés chez C, qui sont des voisins parfois assez lointains, ou bien les a prélevés au sein de sa propre société, et puis A va revendre ses esclaves BC de l'autre côté de l'océan au pays D. Donc là, vous avez un nœud de politique migratoire, un réseau d'acteurs assez impressionnant. Et je vous parlerai en détail de la façon dont les migrations forcées d'esclavage ont fonctionné. Il y a eu au sein même des sociétés africaines une espèce de division du travail entre, en gros, des aristocraties guerrières qui se sont développées pour mener des raids de capture d'esclaves, parfois à plus de 1000 km de chez eux, et puis des minorités marchandes, commerçantes, qui avaient parfois leur propre quartier dans les villes proches des côtes, qui, elles, s'occupaient de négocier avec les navires européens qui pratiquaient le trafic triangulaire ou le trafic direct, droitier, comme on disait, vers le Nouveau Monde. Donc voilà encore des politiques d'émigration forcée, assez compliquées, de transmigration qui ont pu être organisées dans l'histoire. Voilà donc une première typologie possible des migrations. Il y en a une autre qui consiste à suivre simplement les étapes du parcours individuel. On prend les migrants, est-ce qu'ils vont être admis au séjour? Le contrôle des entrées. Est-ce qu'on va avoir une politique d'admission au séjour qui va s'accompagner d'une politique de refoulement, voire d'une politique de retour? Donc, politique d'admission au séjour. Il y a la politique de l'asile. Est-ce qu'on a des mesures qui permettent ou qui, au contraire, visent à empêcher le dépôt sur le territoire de la demande d'asile? En principe, les conventions internationales, la Convention de Genève, dit que toute demande d'asile dûment motivée doit pouvoir se déposer sur le territoire même du pays d'accueil. Mais vous savez que des dispositifs considérables ont été pris pour éviter le plus possible le dépôt de la demande sur le territoire et faire en sorte que ce soit sous-traité à l'extérieur. Donc, mesures de sous-traitance en amont, mesures d'extraterritorialisation, négociations avec des États tampons, et la Libye, par exemple, a servi d'État tampon pour l'Italie, puis ensuite pour toute l'Europe. Cela fait partie aussi, évidemment, des politiques migratoires. Il y a un aspect de la politique qui est assez important, c'est la politique budgétaire. Quels sont les moyens qu'un État décide d'accorder ou pas aux instances officielles chargées de traiter la demande d'asile? Ça fait partie de la politique. Quand vous comparez les effectifs bureaucratiques, les effectifs des administrations chargées de traiter les demandes d'asile en Allemagne, en France et en Espagne, eh bien, c'est le jour et la nuit. En Allemagne, alors là, il faut se reporter aux lois de finances des pays en question pour essayer d'estimer le coût, mais en Allemagne, nous avons au moins 6000 personnes qui sont consacrées au traitement des demandes d'asile, en additionnant les différentes instances qui sont mobilisées. En France, c'est à peu près la moitié. En Espagne, pendant longtemps, c'était 150-200. Et le résultat, c'est que, évidemment, l'Espagne étant un pays qui n'était pas accoutumé à recevoir des demandes d'asile, on quittait l'Espagne. Il y avait des exilés qui quittaient l'Espagne. L'Espagne n'était pas un pays qui accueillait des exilés pendant toute la dictature. Elle a eu beaucoup de mal à se mettre administrativement à la construction d'un équipement juridique et administratif pour traiter la demande d'asile. Et le résultat d'une politique de sous-équipement, eh bien, c'est que les demandeurs d'asile complètement découragés en Espagne par la longueur incroyable des files d'attente, eh bien, décident de se présenter en France. Et il y a donc des effets tout à fait directs liés à des politiques de sous-équipement administratif dans le traitement des demandes. Et vous savez que parmi les mesures, les politiques qui sont régulièrement révisées dans nos lois sur l'immigration à peu près tous les 16 mois, là au contraire, il y a une attention assez précise qui est portée au raccourcissement du délai, à l'accélération des procédures,
Par exemple, l'établissement d'une liste de pays sûrs qui serait commune à toute l'Europe et qui permettrait de traiter en accéléré des demandes d'asile de façon finalement assez expéditive, en le justifiant cela par le fait que le pays d'origine est inscrit dans une liste officielle de pays sûrs. Donc voilà encore un élément de la politique migratoire. Et bien sûr, les règlements de Dublin qui font partie de la politique migratoire. On les condamne aujourd'hui, et moi je me réjouis que Madame Ursula von der Leyen ait annoncé la fin des règlements de Dublin, ce n'est pas encore acté, mais à l'origine, ils sont nés d'un problème qui était réel, qui était qu'une même personne pouvait déposer plusieurs demandes dans plusieurs pays. Et du coup, créer une confusion considérable. Et donc, on a souhaité, et là j'en reviendrai tout à l'heure, aborder cet aspect de la personnalisation ou de l'individualisation du contrôle des entrées, on a souhaité qu'une même personne ne puisse présenter qu'une seule demande dans un seul pays. C'était ça, l'idée initiale du règlement de Dublin, qui a fini ensuite par creuser les écarts entre les pays en première ligne et les pays de l'arrière, comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours précédents. Mais vous avez aussi des politiques d'accueil d'urgence, politique d'hébergement, politique de mise à l'abri face à des vagues inattendues de migrants. Et tout ceci, ça fait aussi partie de la politique migratoire, inclut ou non le soutien de l'État à des associations humanitaires, à des associations médicales, à des services municipaux qui peuvent traiter cela. Alors, dans certains pays, vous avez des infrastructures qui sont là un peu de façon permanente. Le monde associatif allemand gère des hôpitaux, des asiles, des maisons de retraite, des maisons pour handicapés, et ça lui donne une infrastructure considérable pour accueillir les migrants. Et c'est très lié évidemment à la structure concordataire, au rapport concordataire de l'État avec les religions, qui d'une certaine manière est un élément de la politique migratoire en Allemagne. Parce que le caritatif est en quelque sorte substantiellement soutenu par l'État, alors qu'en France, le secteur caritatif, à cause de la séparation de l'Église et de l'État, beaucoup plus prononcée qu'en Allemagne, eh bien, ne réalise pas ce genre de soutien. Ça aussi, on peut considérer que ça fait partie de la politique migratoire d'entretenir des relations directes ou seulement indirectes, fortes ou faibles avec le système caritatif. Et puis, transversale à tout cela, il y a une autre politique dont on parle très peu, qui est ce que les Anglais appellent le monitoring. C'est-à-dire, quel suivi de toutes ces politiques avons-nous? Quel suivi quantitatif? Quelle évaluation peut-on faire? Est-ce qu'on est capable de mesurer périodiquement les progrès de l'accueil, de l'intégration, du refoulement, etc., par des indicateurs qui seraient qualitatifs, pourquoi pas, mais aussi quantitatifs? Et donc, le système de monitoring est très important. Si vous avez, par exemple, une politique de lutte contre les discriminations, de quel instrument dispose-t-on pour mesurer les progrès de cette politique? Le monitoring, ça veut dire le suivi de la progression des effets d'une politique. Et là, le problème, c'est mais qui évalue les politiques migratoires en France? Et nous avons un très grand flou à ce sujet. Normalement, les ministères chargés de définir une politique procèdent à une évaluation des lois qu'ils contribuent eux-mêmes à mettre en place, ce qui évidemment n'est pas une évaluation très indépendante. Il y a des évaluations faites par l'Inspection générale des finances, il y a des évaluations faites par la Cour des comptes, et depuis peu, le Parlement prétend organiser lui-même une évaluation et mène des évaluations sur l'application de telle ou telle loi. Il y a en fait actuellement une très grande confusion en France sur la question de savoir mais quelles sont les instances, quelles sont les agences qui peuvent évaluer réellement les politiques migratoires, à commencer par l'évaluation des lois. Et c'est un grand problème que nous avons en France, c'est qu'on lance une nouvelle loi sur l'immigration sans avoir évalué les effets de la loi précédente.
Or, souvent, ces lois sont destinées à faire en sorte que les lois précédentes soient réellement appliquées. On comprend que les lois sont mal appliquées, on décide de faire une loi pour que la précédente soit mieux appliquée. D'accord, mais tout cela ne suffit pas, ne répond pas à un besoin d'évaluation qui serait en quelque sorte rationnel, qui serait basé sur des données objectives. Et dans le livre que j'ai écrit sur, avec l'immigration, je me pose la question de savoir comment toute la politique migratoire lancée par Nicolas Sarkozy, immigration choisie au lieu d'immigration subie, comment a-t-elle été évaluée et à la suite de quelle évaluation il a été décidé de l'abandonner? Et en fait, on découvre qu'il y a très très peu d'évaluation et que c'est un peu à la petite semaine que toutes ces choses-là sont gérées. Donc voilà, là aussi, ça fait partie de la politique migratoire de mettre en place des instruments d'évaluation des politiques migratoires. Ce qui implique aussi une collaboration toujours très difficile entre les administrations et les chercheurs. Alors, on peut, et je l'ai déjà esquissé un petit peu, faire une typologie des migrations qui serait une typologie selon le type d'acteur. Prenons l'État. Qui, à l'intérieur de l'État, est en charge de la politique migratoire? Ça, c'est un vaste problème, puisque l'État est subdivisé en une série d'institutions et de départements ministériels. Et la question de savoir quels sont les départements ministériels qui sont chargés des questions migratoires, quelle cohérence ou quelle division du travail entre ces départements, eh bien, est une question extrêmement difficile. Il y a eu, à l'époque de Nicolas Sarkozy, à partir de 2006, il y a eu un effort considérable pour réunifier, pour rapatrier les politiques migratoires qui étaient, disait-on à l'époque, beaucoup trop dispersées entre divers départements ministériels. Par exemple, ce sont les présidents d'universités, le ministère des universités ou le ministère délégué aux universités qui finalement décidaient des étudiants étrangers qu'on pouvait admettre. Est-ce qu'il ne fallait pas que cela dépende aussi du ministère de l'Intérieur? Les migrants pour raison de santé, bon, évidemment, la grande question, la question fondamentale, c'est de savoir est-ce que c'est une question d'affaires étrangères? Est-ce que ça relève du ministère de la Justice? Est-ce que ça relève du ministère des Affaires sociales? Est-ce que ça relève fondamentalement du ministère de l'Intérieur? Et en gros, ce qui avait été décidé sous Nicolas Sarkozy a un petit peu oscillé entre un ministère de l'immigration qui regrouperait toutes les administrations centrales chargées, qui avaient à connaître de l'immigration, et puis finalement, c'est donc laissé avec M. Hortefeux, qui était le Premier ministre de l'immigration et de l'identité nationale sous Sarkozy. Il y a eu ensuite M. Besson, puis M. Guéant, et finalement, il a été décidé que la politique migratoire serait rapatriée au sein du ministère de l'Intérieur. De façon assez significative d'ailleurs, le conseiller pour l'immigration à l'Élysée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy était aussi conseiller à la sécurité. Monsieur Tondonnet s'occupait à la fois des questions de sécurité et des questions d'immigration. Donc ça, c'est une politique en soi qui a été observée dans toute une série de pays, puisque évidemment l'exemple le plus fameux, ce sont les États-Unis, qui, moins d'un an après l'attentat du 11 septembre, eh bien, ont décidé de regrouper toutes les administrations ayant à connaître de l'immigration dans le Homeland Security Department, et donc de ramener, n'est-ce pas, les questions de migration, les questions de sécurité. Les politistes ont étudié ça à travers le monde. C'est un grand mouvement général de sécuritisation des politiques migratoires. C'est une tendance lourde consistant à dire que le contrôle des migrations, c'est d'abord une protection des citoyens, une protection des natifs. En Grèce, par exemple, une réforme toute récente vient de ramener le contrôle des migrations dans un département de protection des citoyens. Alors là, il faut réfléchir un petit peu à ces
qu'est-ce qu'il y a derrière ces politiques de regroupement, de concentration, de division du travail, d'encadrement des migrations entre les départements ministériels? On peut renvoyer là à un auteur que j'ai déjà eu l'occasion de signer, mais pour d'autres contributions, qui est Jim Holyfield, Holyfield. Et Jim Holyfield a proposé la notion de migration state, état de migration. Le problème, c'est que c'est très, très difficile à traduire en français, un état migratoire. En anglais, ça va un peu de soi, en français, c'est un peu curieux. L'idée est la suivante. Les États, finalement, assurent trois grands types de fonctions. Il y a la sécurité de leurs citoyens, il y a le fonctionnement des marchés, il faut approvisionner la population, il faut faire en sorte que l'emploi soit au meilleur, etc. Et puis le contrôle de la migration. Un État moderne, selon Holyfield, doit assurer maintenant ces trois grands types de fonctions, la sécurité, le fonctionnement des marchés et la migration. Alors, ça a été critiqué. Jim Holyfield ou James Holyfield a le don de lancer comme ça des formules très fortes. C'est lui aussi qui est auteur de la notion du policy gap, le fossé des politiques, j'en parlerai. Pourquoi un peu partout dans les États libéraux, on accueille toujours plus de migrants que ne le voudraient les politiques et plus de migrants que ne le voudrait l'opinion publique. Pourquoi il y a toujours cet écart entre la volonté nationale et la réalité des flux migratoires. Il a appelé ça le policy gap. Et aussitôt, toute une littérature a été engendrée autour de cette notion. Donc Holyfield a un certain talent pour forger comme ça des étiquettes qui ensuite vont servir parfois même de tête de turc, vont être ciblées par toute une série d'auteurs. Enfin, comme ça, vous êtes cités, en bien ou en mal, mais vous êtes cités. Et Holyfield est toujours très provocateur et a le don de faire ça. Parmi les critiques qui se sont développées sur la notion de migration state, donc d'État qui assure une fonction de contrôle migratoire au premier chef, comme une fonction régalienne en quelque sorte, je pourrais citer par exemple un article récent, paru en octobre 2019, dans l'International Migration Review, signé de deux auteurs, Fiona Adamson et Gerasimos Tsourapas, et qui disent, mais est-ce que cette notion de migration state s'applique dans les pays du Sud? Est-ce que ça a un sens dans les pays du Sud? Et leur réponse est que non, ils pensent qu'en réalité la notion de migration state vaut essentiellement pour les démocraties libérales du Nord, qui ont les moyens de gérer les migrations, plus ou moins. Mais en réalité, quand on regarde les pays du Sud, vous savez qu'en anglais on ne dit pas le Sud, on dit the Global South, on ne dit pas le Nord, on dit the Global North. Donc dans les pays du Global South, les pays du Sud, eh bien, les conditions réunies pour définir un migration state au sens de Holyfield ne sont pas réunies. Et en gros, ils disent, il y a plusieurs types de migration state. Il y a le liberal migration state, il y a un État chargé, n'est-ce pas, de régler les migrations, mais un État libéral dans les démocraties libérales, mais il y a d'autres formes d'État. Et si vous prenez par exemple l'Inde, ou si vous prenez des pays africains, ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas équipés pour devenir des migration states au sens de Holyfield. Donc, que dénoncent les auteurs en question? Ils dénoncent un immigration bias, c'est-à-dire un biais consistant à privilégier l'immigration à l'émigration, donc un biais lié au pays receveur, au pays de destination. Ils dénoncent aussi un economic migration bias, le fait qu'en réalité, la vision d'Holyfield privilégie la migration de travail. Or, il y a des quantités de migrations qui ne sont pas des migrations de travail. Il cite par exemple les migrations identitaires. Quand le Pakistan et l'Inde se sont séparés en 1947, se sont formés, eh bien, il y a eu des millions de personnes qui ont fait un chassé-croisé incroyable il y a des Indiens qui ont fui le Pakistan pour rejoindre l'Inde, il y a des musulmans qui ont fui l'Inde pour rejoindre le Pakistan. Ça a été des effectifs absolument considérables et ces migrations-là ne sont pas des migrations de travail, ce sont des migrations en réalité identitaires qui sont liées à la formation des États. Et Adamson et Tsourapas
insiste de façon tout à fait intéressante sur le fait que dans l'histoire, des mouvements très importants d'échange de population, on pense aussi à la Turquie et à la Grèce en 1923, sont pas du tout liés à des migrations de travail, ils sont des migrations liées à la formation des États. Il dénonce un troisième biais dans la théorie du migration state, qui est la state capacity, c'est-à-dire la capacité des États à gérer tout ça, la solidité administrative des États, l'équipement que j'ai déjà évoqué, qui ne peut pas exister dans tous les pays du monde au même degré qu'en Europe du Nord ou aux États-Unis. Et puis le liberal bias, le fait qu'on privilégie des pays qui normalement sont des démocraties libérales, et alors que d'autres pays qui ne sont pas du tout dans ce régime-là ont aussi des politiques migratoires. Donc voilà, vous voyez, la grande difficulté qu'il y a, enfin, l'extraordinaire diversité des problèmes qu'il faudrait aborder si on veut vraiment évaluer ne serait-ce que ce premier acteur, qui est l'État dans les migrations. Donc une typologie fondée sur le rôle donné aux acteurs est déjà très, très complexe de ce point de vue-là. Il y a les entreprises qui sont un autre acteur fondamental, et je ne vais pas y revenir. J'ai cité l'exemple des charbonnages de France, mais on peut citer des pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie ou le Canada, mais enfin beaucoup plus la Nouvelle-Zélande, où on fait appel à des migrants qualifiés. Il y a un vivier d'admissibles, et l'État a ses critères pour admettre définitivement les candidats. Mais les entreprises sont autorisées à jeter un regard dans le vivier des admissibles et à dire « mais tiens, ces personnes-là m'intéressent spécialement en raison de leur qualification ». Et donc, il y a une sorte de modus vivendi entre l'État et les entreprises pour faire de la migration sélective, de la migration choisie, comme on disait. Donc, l'interaction entre État et entreprise est particulièrement intéressante. Un autre acteur fondamental à prendre en compte, j'y ai déjà fait allusion, ce sont les groupes de pression. Et là, je vous avais cité l'an dernier la commission d'Ellingham qui, dans les années 1910, avait procédé aux États-Unis d'une façon incroyable à une longue série d'auditions. Il y a des dizaines de volumes publiés par la commission. Il y a des monographies locales sur l'intégration des étrangers, sur les besoins de main-d'œuvre. Et il y a de très très longues auditions, et je vous avais cité des extraits, qui déjà montrent à quel point l'État, quand il définit une politique migratoire, et là en l'occurrence il s'agissait de préparer les quotas d'immigration qui allaient être mis en place à partir de 1923, l'État se sent quand même obligé, dans une démocratie libérale, de consulter les différentes parties prenantes. Il y avait des associations professionnelles de toutes sortes, les grands syndicats étaient consultés, des associations professionnelles très précises, les professions libérales, etc., donc des lobbies économiques et syndicaux. Mais il y avait aussi des groupes de pression anti-immigration, ce qu'on appelle parfois aux États-Unis les vigilants, le vigilantisme, c'est-à-dire des groupes qui prétendent contrôler les frontières par eux-mêmes pour obliger l'État à le faire. Il y avait des associations de défense des droits, et je rappelle que, par exemple, l'immigration juive était représentée par une série d'associations avec des entretiens tout à fait passionnants, d'ailleurs, sur est-ce qu'on peut, dans la statistique américaine des migrations, classer, considérer les juifs comme une race ou comme une nation. Il y a des discussions tout à fait importantes. Donc, groupe de pression religieux, puis ligues diverses, ligues de vertu, ligues de défense des droits de l'homme, etc. Tout ceci est déjà présent dans la commission d'Ellingham, et à un degré étonnant, ce qui n'a pas empêché finalement la commission et le Sénat de pousser, au mépris finalement des auditions qui avaient été faites, à une politique extrêmement restrictive en matière de migration, puisque ça s'est terminé par l'instauration de quotas absolument drastiques. Les groupes de pression, donc, ça inclut aussi les lobbies économiques, j'en ai déjà parlé. Une autre catégorie d'acteurs, ce sont les organisations internationales. J'ai déjà suffisamment parlé de l'ONU, qui avait été précédée par
le Bureau international du travail, la Société des Nations, mais particulièrement le Bureau international du travail dans l'entre-deux-guerres, a joué un rôle très important pour faire en sorte que les droits des migrants soient reconnus comme des droits des travailleurs et pour pousser les États à signer des conventions bilatérales garantissant aux travailleurs immigrés un certain nombre de droits sociaux. Le Bureau international du travail dans les années 30 et ensuite son successeur dans l'après-guerre ont toujours joué un rôle important dans la régulation internationale des migrations. Je vous ai expliqué déjà que l'ONU a joué un rôle important dans la définition même de la migration à travers la division de la population des Nations Unies. Et puis, si vous lisez aujourd'hui les publications de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est une association indépendante de l'ONU, qui est une association intergouvernementale, réunissant la plupart des pays occidentaux, plus quelques pays émergents comme le Mexique, par exemple, eh bien, l'OCDE fait à la fois des analyses comparatives extrêmement précises de la migration, notamment des migrations de travail, mais en même temps se permet un très grand nombre de recommandations extrêmement précises, qui autrefois étaient souvent fondées sur une idéologie très, très libérale, et qui en réalité est maintenant beaucoup plus diversifiée et s'intéresse beaucoup à la question des droits. Et les recommandations de l'OCDE, eh bien, ça pèse quand même. Ça fait partie du jeu des acteurs dans les politiques migratoires à l'échelle internationale. Et puis, bien sûr, je n'ai pas besoin de citer la Commission européenne qui joue son rôle également. Alors, je n'ai pas cité, et je vais terminer là-dessus, je n'ai pas cité des acteurs occultes ou transnationaux, cosmopolites, qui agiraient dans l'ombre, car c'est une théorie extrêmement répandue, et j'y consacrerai tout mon cours la semaine prochaine, qui consiste à dire, ben, écoutez, derrière ces flux migratoires qui nous submergent, derrière cet accroissement très spectaculaire de la migration dans certains pays, il y a un plan, il y a un plan concerté, il y a un plan qui a été ourdi par un certain nombre d'acteurs. Et l'ONU fait souvent partie des acteurs qui sont ainsi désignés, ainsi que les multinationales. Et notamment la théorie du grand remplacement, c'est une théorie qui a une double face, puisque d'un côté, elle nous dit que les natifs vont être remplacés par des migrants originaires des pays du Sud, et qu'il va y avoir en quelque sorte un changement de culture, voire un changement de civilisation lié au développement de l'immigration du Sud. Ça, c'est la première partie de la théorie. Mais la seconde partie de la théorie, qui est soutenue par des acteurs politiques défendus, c'est l'idée que tout ceci est voulu, que tout ceci, c'est l'aboutissement d'un plan concerté qui remonte à plusieurs décennies. Et je reviendrai sur cette question-là. Je n'ai pas évoqué, mais ça j'y reviendrai en conclusion, le fait qu'on pourrait aussi dresser une typologie des migrations en fonction de la question de savoir si elles sont utilitaristes ou pas. Une politique utilitariste des migrations, c'est par exemple une politique démographique des migrations, utiliser les migrations pour rajeunir la population. J'ai déjà évoqué ça et j'y reviendrai parce que ce sera aussi inclus dans le cours de la semaine prochaine. Mais bien sûr, il y a des politiques économiques de la migration, notamment dans les périodes de reconstruction d'après-guerre, où c'est le manque de bras qui est considéré comme le ressort essentiel de la migration. Un troisième type de politique, ce sont les politiques migratoires qui s'insèrent dans des politiques d'influence, des politiques à visée géopolitique. Et les chercheurs américains insistent beaucoup sur le fait que certains tournants pris par certains pays étaient très liés à la pression géopolitique, à la défense d'une image internationale. Il a fallu adhérer à la défense des droits parce que sur la place internationale, c'était beaucoup plus valorisant. Les politiques d'influence existent aussi. Nous avons par exemple une politique de francophonie, nous avons une politique aussi de prospection des étudiants étrangers via l'agence Campus France, qui se définit expressément comme une politique d'influence. Nous n'avons plus la politique de grandeur chère au général de Gaulle,
mais nous en avons encore un reste assez important, qui est la politique d'influence, et qui entretient des rapports un peu compliqués avec la politique de la francophonie, qui elle-même a des rapports avec l'ancienne politique coloniale. Donc là aussi, j'aborderai ces questions-là. Et puis reste, comme un grand type de politique, eh bien, les politiques basées sur les droits, sur la logique des droits, les politiques civiques, les politiques fondées sur les droits, mais qui peuvent se retourner, puisqu'il y a aussi des politiques identitaires, des politiques nativistes, voire racistes. On en a beaucoup d'exemples dans le passé. Donc voilà un peu les typologies que je vais utiliser et qui vont me guider dans les cours des semaines prochaines. Voilà, merci pour votre attention.